Alors, je vais maintenant passer la parole à Hélène Beauchèvre, qui est notre gourou technologique, hein. C'est grâce à elle donc que la planète entière aujourd'hui peut suivre toutes vos interventions et toutes les discussions. Et alors, je lui ai demandé de faire quelque chose d'un petit peu différent, parce que ce n'est pas une spécialiste elle-même de la jeune fille, en tout cas, je ne crois pas. Mais J'en suis en une, revanche, c'est elle est vrai. tout à fait au point pour tout ce qui est donc de la recherche sur les sujets qui nous intéressent. Et C'est dans le bon? séminaire, c'est une des choses que nous avons pu constater, c'est que il existe désormais, grâce à l'Internet, grâce à la numérisation massive, il existe des sources archivistiques considérables, mais encore faut-il apprendre à y avoir accès et apprendre à les utiliser. Donc, de certaine manière, il y a une pléthore en documentaire et cette abondance de biens, comme toujours, là on prêche pour la pauvreté, mais enfin pas trop quand même, cette abondance de biens peut nous poser des problèmes. Alors, Hélène a accepté généreusement de mettre ses connaissances à notre service et à nous donner, alors je ne sais pas si c'est pour nous donner des tuyaux, mais enfin, non, je pense que ça va être d'un point de vue tout à fait sérieux et scientifique, un petit kit du flirt sur Internet. Et ce sera ensuite Isabelle Dumas qui va lui donner la réplique. Je vais essayer ce micro-là. C'est- Ça va? Très bien. Pour avoir les mains libres. Donc oui, en effet, je ne vais pas vous expliquer quel était le site le plus efficace pour aller flirter sur Internet en 1890. Je vais plutôt vous parler de la recherche de documents aujourd'hui sur Internet à ce sujet en particulier le flirt, qui est une recherche que j'ai fait pour le groupe Savoir des femmes, et ses représentations entre 1890 et 1925. Principalement des documents iconographiques et audiovisuels, donc des films, des chansons, des photos, des illustrations, etc. Et exclusivement une recherche numérique. Donc il n'y a pas de bonne méthode, hein. Chacun a ses réseaux, ses bonnes adresses, etc. Moi j'ai eu un parcours que je vais vous expliquer et qui pourra vous donner des idées ou qui vous expliquera des choses que vous savez déjà, mais bon, on pourra échanger après sur ce sujet-là. Pour expliquer rapidement, je vais vous détailler de quel site je suis partie, comment j'ai élargi la recherche, et puis après, brièvement, parce qu'on a peu de temps, comment conserver, valoriser, et puis restituer la recherche à la fin, une fois qu'on l'a faite. Donc, je peux faire comme ça. Donc le flirt, tout un parcours. Alors ma démarche au départ est toujours un peu chaotique, c'est-à-dire que mon premier réflexe est toujours d'aller sur Google et sur YouTube parce que ça semble facile, que tout est référencé, etc. Mais c'est toujours un mauvais réflexe parce que là, vous imaginez bien qu'en tapant flirt dans Google, j'ai eu énormément de choses qui n'avaient rien à voir avec la recherche. Il y avait énormément de bruit. Ça manque de précision parce que la recherche avancée avec les dates, par exemple 1890-1925, ça fonctionne pas. Et c'est pas documenté. Souvent, on tombe sur des documents qui n'ont pas de date, mauvaise qualité, pas d'auteur, etc. Donc, il est mieux, d'après moi, de commencer par des sites plus spécifiques, plus ordonnés, pour ensuite venir élargir la recherche sur Google et YouTube, comme on le verra plus tard. Mon deuxième réflexe, qui est bête également, c'est Wikipédia. Alors, à prendre toujours avec des pincettes, mais moi, j'aime bien commencer par Wikipédia, là, en l'occurrence, de mettre le mot flirt juste comme ça. Alors, je vous ferai pas voir tous les exemples, mais juste celui-ci. Juste de taper flirt dans Wikipédia, ça m'apporte quoi? Ça me donne une définition, donc ça me donne une première direction de ce que ça peut être. Ça m'apporte surtout une image. En plus, là, on a la chance, c'est Édouard Manet, c'est la bonne époque, donc ça me donne déjà une première image à exploiter. L'article est assez court. Ce qui m'intéresse souvent, c'est les liens externes. Là, il n'y en a pas. Mais la deuxième étape, c'est d'aller voir la version en anglaise, qui est toujours beaucoup plus détaillée, beaucoup plus précise, et où là, en effet, je vais retrouver encore une image qui va m'intéresser parce que c'est Henri Gerbeau, c'est la bonne époque. Il y a énormément d'images, énormément de détails. Et si je descends dans les liens externes, je peux trouver des citations, la source de l'article, donc ça, ce qui peut m'intéresser. Et là, dans mon exemple particulier, ce qui m'intéressait, c'était Wikimedia Commons. Et là, j'ai toutes les images qui sont référencées sous le terme flirt.
et qui illustre tous les articles qui sont dans toutes les langues. Alors je vous invite, si vous parlez d'autres langues, à aller voir les autres pages Wikipédia aussi, parce que c'est intéressant de voir comment chacun détermine le terme qu'on cherche. Donc là, j'ai énormément d'images qui vont m'être disponibles, qui ne vont pas toutes correspondre à ma recherche, mais quand même, au final, j'avais réussi quand même à récolter une dizaine d'images, d'iconographies sur le flirt inversé également. Enfin voilà, des choses qui pouvaient m'intéresser. Donc c'était ma première direction pour avoir un départ. Voilà. À la suite, je passe à des sites plus spécialisés, plus institutionnels, qui mettent à disposition leurs fonds numérisés, qui sont de plus en plus larges, puisque la numérisation sont en cours. Ce qui est bien, c'est que ce sont des sources qui sont authentifiées, qui sont renseignées, qui sont documentées. Pour avoir travaillé sur un de ces sites institutionnels, je sais qu'il y a des équipes très compétentes qui travaillent dessus, qui ordonnent, qui créent des parcours thématiques, donc qui peuvent déjà nous aider à nous orienter un peu dans les archives disponibles. Et il y a aussi sur ces sites des outils très adaptés, la recherche avancée, souvent qui est très bonne, les rebonds sur des articles connexes, des documents connexes, etc. Donc c'est plus facile de s'orienter dans cette masse de données. Alors je commence par la base, les sites qui sont des sites de Bibliothèque nationale. Donc là j'en ai cité que deux pour ce qui nous intéresse. Donc Gallica pour la France, la Bibliothèque nationale de France, et la BANQ, les ressources en ligne pour le Québec. Il y a Library of Congress pour les États-Unis. Il y a aussi celle en Angleterre dont j'ai oublié le nom, mais que j'ai noté quelque part, The British Library. Voilà. Sur Gallica, sur ces fonds de bibliothèque numérisée, vous allez pouvoir trouver des livres, bien sûr, mais il y a aussi des revues, ce qui peut être très intéressant, avec une recherche dans les textes, des photos, des paroles de chansons, des partitions, des cartes géographiques. Enfin voilà, on trouve énormément de choses, pas seulement des livres numérisés. Je ne vous fais pas tout le détail parce que je pense qu'on n'aura pas assez de temps, mais sur Gallica, quand vous cherchez flirt, si vous affinez la recherche 1890-1925, et si vous cherchez, alors pas seulement dans les images, mais aussi dans les revues, parce que dans les revues, il y avait énormément d'images, de publicités, etc., vous avez, je crois, plus de 1000 documents. Donc, et dedans, il y avait quand même énormément de choses qui étaient assez intéressantes, soit en tant que document, parce que je vais trouver une photo, soit parce que dans une revue, on va avoir, par exemple, un article sur la sortie d'un film qui parle du flirt, et donc après, je vais pouvoir aller pousser cette recherche sur un autre site. La BNQ a par exemple aussi des parcours thématiques. Donc là, j'en avais trouvé un qui était assez sympa sur la romance qui avait dû être fait au moment de la Saint-Valentin, je pense. Donc là, c'est pas tout à fait le flirt, mais si je rentre, vous avez quand même des photos, des extraits de revues, etc. Et vous avez par exemple des photos des extraits de films qui ont été donc mis dans les revues de la canadienne par exemple, et qui peuvent, si je note les titres des films avec les dates, qui peuvent correspondre à ma recherche. Voilà pour les bibliothèques. Donc oui, j'ai beaucoup trouvé de choses, par exemple dans la canadienne, la revue La Canadienne, 1920 à 1923, c'est numérisé sur la BNQ, vous pouvez chercher dans les textes, il y a énormément de choses. Il y a la revue Flirt sur Gallica aussi, qui est très intéressante sur le sujet, où on trouve par exemple tout un texte sur à quoi pensent les jeunes filles. Ça, c'est pas dans la revue Flirt, c'est dans la revue La Canadienne, je crois. À quoi pensent les jeunes filles, avec une comparaison entre deux jeunes filles de 18 ans, une française et une américaine, qui parlent toutes les deux de ce qu'elles imaginent être une bonne épouse. C'est assez différent. Enfin, l'une et l'autre ont des visions assez différentes. Voilà. Sur des sites un peu plus larges, des sites institutionnels que j'ai appelés agrégateurs, qui sont, c'est pas un terme technique particulier. Là, ça vous donne accès à différentes bases au même endroit. C'est-à-dire qu'avec le même moteur de recherche, vous allez pouvoir, par exemple pour culture.fr, qui est le site du ministère de la Culture français, vous avez 46 bases différentes qui sont regroupées. Donc vous allez retrouver Gallica, dont on parlait juste avant, mais aussi d'autres bases. Sur Canadiana, c'est donc le site qui donne accès aux archives canadiennes, françaises, en français, en anglais, et aussi dans les langues des Premières Nations. Donc il y a toute la mémoire en ligne, il y a toute une partie éditorialisée sur l'histoire des femmes où on peut trouver des documents intéressants.
Sur Europeana aussi, donc là vous avez les archives européennes qui sont regroupées, où j'ai pu trouver un film en danois sur le flirt de 1898, qui était, voilà, For der Treppe und hinter der Treppe. On dirait pas comme ça, mais j'ai appris le danois un jour. Mais voilà. Si je passe ensuite à quelque chose d'un peu plus animé, pour les vidéos, on a les sites d'archives médias qui sont de plus en plus riches et de plus en plus développés. Donc là, ça peut paraître étrange d'aller chercher dans ces sites-là pour la période qui nous concerne, parce que la télévision, en fait, n'existait pas. Pour avoir travaillé longtemps à l'INA, je sais qu'en effet, les archives de télé commencent en 1945, mais on a pu récupérer, enfin, on a pu récupérer des fonds plus anciens, dont les fonds du ministère de l'Agriculture qui tournaient des documentaires muets, donc sur des choses agricoles, mais aussi par exemple sur une école de jeunes filles, le centre d'enseignement agricole et ménager de Couette-Logon à Rennes, par exemple. Donc ça, vous avez un documentaire de 20 minutes qui est muet et qui explique l'enseignement qui était donné dans cette école à partir de 1924. Donc là, la vidéo date de 1929, mais on peut imaginer que ça n'a pas beaucoup changé. Donc bien sûr, ça ne va pas marcher, mais on les voit, en fait, elles apprennent à la fois à travailler à la maison, donc comment bien repasser une chemise, etc. Et aussi à travailler au champ, à réparer les chaises, enfin voilà. Donc vous avez 20 minutes de documents muets sur un site d'archives télé qui est complètement accessible, que vous pouvez regarder en entier. On a aussi tout un film sur comment les jeunes filles pouvaient faire les fleurs artificielles à la maison. Voilà, donc on les voit, elles apprennent à faire à manger, à réutiliser les restes, à aider leur mari. Bon. Une très bonne recette. Une très bonne recette. Donc là, c'était le site de l'INA, qui est l'Institut national de l'audiovisuel. Donc vous avez les archives de la radio et de la télé française. Pour la Belgique, vous avez Sonuma, vous avez RTS pour la Suisse, et bien sûr les archives de Radio-Canada. Bon, sur ces autres sites, je n'ai pas trouvé d'archives aussi anciennes. C'est vraiment que sur le site de l'INA dans ce cadre-là. Pour les archives de cinéma, alors c'est moins accessible, c'est-à-dire qu'on va avoir moins accès aux films parce que les numérisations sont moins avancées et qu'il y a aussi plus de problèmes de droit. Mais on a assez souvent accès au catalogue de notices documentaires qui peuvent être aussi intéressantes dans une recherche, parce qu'il va y avoir le résumé, des fois le résumé détaillé avec des images des scènes, des photos, des affiches, etc. Donc par exemple, on parlait des Demi-Vierges, qui est un film qu'on cherche partout. On ne retrouve pas la vidéo. Par contre, sur, alors je ne sais plus, ça doit être les archives françaises du film, on voit que qu'il y a des photos, que le film est bien sorti, que le nom du réalisateur, les acteurs, etc. Donc ce sont des choses intéressantes. Donc ici, vous avez l'archive française du film pour le CNC. Il y a quelques extraits sur des parcours thématisés, mais il faut vraiment chercher le bon sujet. Mais la base de données est assez bien faite. Vous avez Gaumont Pathé Archives, l'ONF pour le Canada, qui a quand même des films qui datent de 1917, les plus anciens, donc ça peut être intéressant. La Cinémathèque québécoise, Ciné Ressources, qui regroupe des archives de différentes cinémathèques françaises. Et là, pour l'époque qui nous intéresse, j'étais aussi allée voir le site Silent Era, qui est vraiment spécialisé sur les films muets. Et voilà. Donc, ce qui était assez intéressant de voir dans cette recherche cinéma, c'est que finalement, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, enfin ce que j'aurais pu penser moi, il y a énormément de films qui parlaient de flirt dans cette époque-là, et énormément de films qui avaient le mot flirt, rien que dans le titre. Et souvent dans des couples mariés d'ailleurs. Le flirt du mari avec une autre, la femme avec une autre, enfin voilà. Là, je vais passer assez vite pour tout ce qui est peinture, gravure, lithographie, mais aussi photo. Vous avez tous les sites de musées qui sont très bien faits. Le musée McCord, par exemple, a énormément de fonds photos disponibles en ligne. Le Louvre, le Guggenheim, etc. Donc, on peut trouver. L'avantage, c'est que par exemple, sur le Met, on peut trouver des tableaux français avec les notices, avec toutes les informations nécessaires et dans une bonne qualité. Voilà pour les sites des musées. La chanson, donc là j'avais cherché un peu de musique et de chansons françaises sur le flirt. J'avais ciblé principalement 2 sites. Donc le premier qui est le Hall de la chanson, qui est un site assez détaillé sur l'histoire de la chanson française, du 19e jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez trouver pas mal de biographies, de paroles, de chansons, etc. Et l'autre site qui est très intéressant en dessous, qui était
une bonne adresse de Michel Piersens qui s'appelle Du temps des cerises aux feuilles mortes, qui est un site qui est, lui, non institutionnel, qui est fait par des individus, mais très bien renseignés et fans de chansons françaises, et où vous pouvez trouver vraiment de manière exhaustive. Moi, j'avais fait par exemple une recherche sur Mistinguett, et là, en me disant qu'elle devait sûrement avoir un rapport avec le flirt de près ou de loin. Et vous avez sa biographie, vous avez des photos, mais vous avez aussi, si vous descendez, les films dans lesquels elle a joué, qui peuvent m'aider ensuite pour la recherche. Donc voilà, quelques films de la période, des enregistrements de chansons. Et parfois, vous avez les paroles et les vidéos. Donc là, c'est bon, et les affiches, vous voyez à gauche, etc. C'est vraiment un site assez poussé et bien fait. Et sur ce site, au gré des navigations qui n'ont, je pense, rien à voir avec la chanson, mais j'ai trouvé aussi les recueils Saint-Gilles, qui sont des recueils donc faits par Saint-Gilles, qui avaient à chaque fois un thème, donc et qui proposaient après une douzaine de poèmes. Donc celui-là, c'était des poèmes d'amour. Il y a poèmes pour jeunes filles, il y a les poèmes pour les mariages, etc. Il y avait tout. Donc voilà, on peut tomber sur un qui s'appelle Flirt, poème à fleur de peau. Donc c'est assez joli. Voilà pour la musique. Je vous fais juste voir 3 autres sites qui m'ont semblé intéressants, pas forcément pour cette recherche, mais aussi pour d'autres. Le ministère de l'Éducation française et le ministère de la Culture, ainsi que la RMN, la Réunion des musées nationaux, a un site qui s'appelle l'Histoire par l'image, de 1643 à 1945, et qui fait des espèces de regroupements. Alors, je vais vous faire voir un exemple parce que je ne vais pas bien l'expliquer. Mais à partir de tableaux, là, par exemple, sur le moulin de la Galette, ils font tout un contexte historique, une explication de l'époque, de l'endroit, etc., qui ne marche pas non plus. Vous avez 2 tableaux qui ont été choisis, qui ont été peints au Moulin de la Galette, et un contexte historique, une description des tableaux et une mise en rapport. Donc voilà. Autour du flirt, j'avais trouvé cette explication sur le Moulin de la Galette et aussi un autre sur le bal avec plusieurs tableaux sur le bal qui étaient comparés, etc. Bon. Vous irez voir de chez vous, ça marchera sûrement mieux. Et Flickr Commons, alors sur Flickr, vous avez des photos. Ce qui est peut-être moins connu, c'est que ils ont une partie qui s'appelle The Commons, où toutes les banques de photos du monde entier peuvent donner leurs photos, enfin en tout cas donner un accès à leurs photos, qui sont très bien renseignées, puisque c'est des banques de données documentaires qui les mettent en ligne. Et alors, hop, je vous fais voir vite fait. Là, vous pouvez chercher avec tous les mots-clés possibles, avec les dates, et vous avez vraiment des choses qui viennent du monde entier, de différentes bibliothèques, d'Australie, des États-Unis, d'Europe. Donc c'est assez. Si on fait une recherche, par exemple, sur la jeune fille ou sur le flirt ou sur, je sais pas, l'éventail, on va avoir énormément de choses différentes qui vont pouvoir apparaître et nous faire voir un peu les différences entre les pays. C'est assez riche. Le dernier site dont je vais parler un peu plus tard, c'est Internet Archive, qui est archive.org, qui est un site assez gros, qui archive en fait tout le web et qui est une bibliothèque numérique qui se veut un peu la bibliothèque d'Alexandrie d'aujourd'hui, qui est fait par une organisation à but non lucratif. Donc là, c'est vraiment un site dans lequel on plonge et on a du mal à ressortir. Donc moi, je préfère y aller plus tard quand j'ai déjà des choses à chercher précises. Mais on peut aussi y aller pour avoir des idées. Voilà pour les différentes recherches. Donc une fois qu'on a cherché un peu dans tous ces sites, qu'on a trouvé soit des informations précises, soit on a eu quelques idées parce qu'on avait trouvé un titre de film, etc. Donc j'ai appelé ça le flirt plus poussé. On avance un petit peu, on passe à l'étape suivante. On approfondit, donc c'est là où moi personnellement j'utilise Google, YouTube et archive.org, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai des titres, une fois que j'ai des noms d'actrices par exemple, c'est le moment d'aller chercher sur YouTube. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que souvent c'est difficile de trouver des films de cinéma par exemple sur les sites de banque de données. Sur YouTube c'est beaucoup plus facile, c'est pas toujours légal, mais en tout cas c'est beaucoup plus facile de les trouver une fois qu'on a les titres.
Souvent, les titres en français et en anglais, c'est bien d'essayer les deux parce que c'est souvent mis en ligne par des Russes, par des Américains, etc. Et YouTube, ce qui est très bien, c'est aussi que ça permet de faire des rebonds et de finir de tomber par exemple sur le film d'Harold Lloyd qui s'appelle The Flirt, où on le voit flirter avec une jeune fille. Voilà. Bon, je m'arrête là, vous le verrez dans l'exposition. Mais là, par exemple, à droite, vous avez énormément de films qui vont être d'Harold Lloyd ou de cette époque. Et souvent, les personnes qui postent ce genre de vidéos-là sont des puits de science sur le sujet, mais ont aussi posté d'autres vidéos sur les mêmes thèmes. C'est comme ça qu'on peut rebondir de Harold Lloyd à Buster Keaton, à Max Linder, etc. Enfin, ce sont en général des gens qui sont passionnés, donc qui prennent du temps pour poster énormément de vidéos et les mettre en valeur. Dernier petit truc, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais ça c'est pour les photos, quand vous avez des photos qui manquent d'informations, ce qui arrive souvent, ce qu'on peut trouver sur Internet, au gré des... Voilà, si par exemple vous avez ce tableau et que vous n'avez pas ni le titre, ni le nom du... Alors, CTRL-C, oui, c'est un PC. Alors, ni le nom du peintre. Google a mis en place un truc qui est bien, que vous connaissez certainement, mais dont je ne me lasse pas, alors je vous fais la démo. Si vous allez dans Google Images avec une image ou avec l'URL d'une image, vous la copiez et ça vous donne toutes les infos. Donc voilà, vous savez, vous avez la page Wikipédia qui correspond. S'il y a eu une analyse du tableau, vous avez le site qui fait l'analyse du tableau, etc. Donc ça, c'est très pratique pour gagner du temps quand vous avez une image orpheline. Voilà. Non, c'est ça. Voilà. Alors une fois que j'ai poussé un peu plus loin mon flirt, j'essaye de l'organiser. Donc oui, parce que l'intérêt de faire ce parcours, de passer d'un site à un autre, etc., c'est aussi de le pérenniser après, déjà pour qu'il me soit utile à moi, qu'il soit utile aux gens avec qui je souhaite le partager, mais qu'il soit aussi utile à d'autres gens sur Internet qui peuvent avoir envie d'approfondir ce sujet. Donc ça peut passer, voilà, je me dépêche. Juste, c'est l'occasion de vous parler du Tumblr Savoir des femmes. Savoir des femmes, par exemple, toutes les recherches qui ont été faites ont été posées sur un Tumblr. Donc voilà, ça donne accès sur une même page à tous les documents, que ce soit vidéo, photo, etc. Moi, j'utilise pas mal Pinterest aussi. Si vous avez plus de temps, un blog, c'est génial. Ça, voilà, ça vous permet à vous d'avoir toutes vos infos au même endroit, mais ça permet aussi aux gens qui arrivent derrière de profiter de votre recherche aussi. Toujours en donnant le maximum d'infos, etc. Un dernier mot sur les droits, c'est toujours bien d'y penser. Vous avez un magnifique guide sur le site de l'UDEM, dont le lien apparaît en bas, qui vous explique un peu les droits d'auteur en fonction des documents, si c'est une photo, si c'est une vidéo, etc. Bon, c'est très différent selon dans quel cadre vous l'utilisez, pourquoi, dans quel pays, mais bon, c'est bien d'y penser et d'aller voir et de toujours citer ses sources, de toujours demander l'autorisation si on peut. Enfin voilà, c'est important. Je vais conclure. Ceci était donc un parcours, le mien, celui que j'ai suivi pour récolter des informations sur le flirt. J'ai essayé d'être assez rapide, mais en essayant de vous faire voir le maximum de choses. J'imagine que vous avez vos propres sites et vos propres méthodes de recherche, donc je suis preneuse toujours de nouvelles méthodes. Voilà. Donc, c'est effectivement un guide tout à fait précieux. Alors, tout ça se retrouvera
sur Internet, bien entendu. Là, on vient de parler du site qui a été utilisé pour le groupe de recherche et pour le séminaire. Donc, il y a énormément d'informations déjà accumulées et vous y trouverez, entre autres, ces informations-là. Et ça, c'est indispensable pour nous aujourd'hui. Nous ne sommes plus seulement les littéraires confinés, si j'ose dire, au papier. Enfin, il faut apprendre à se servir de toutes sortes d'autres choses, y compris pour comprendre ce que le papier veut dire. Donc ça me paraît tout à fait important. Isabelle, c'est à vous. Vous venez dialoguer. Alors, merci beaucoup pour cette immersion documentaire très claire et très stimulante. J'aurais envie de vous demander tout bonnement dans quel impact, mesurer l'impact qu'a eu la numérisation dans une recherche comme la vôtre, par exemple, mesurer un peu l'avant et l'après-numérisation. Vous avez dit que c'était en cours, mais jusqu'à quel point est-ce que ça peut nous aider? On en discutait justement ce midi avec Claudia à table pour dire que grâce à Gallica, par exemple, si vous voulez consulter un manuscrit, vous n'êtes pas obligé de prendre un avion pour aller à Paris. Vous le faites de chez vous, ce qui est déjà un gain de temps et un gain d'argent certain. Et ça donne aussi accès à des choses que vous n'auriez peut-être pas eu l'idée d'aller chercher. Enfin, moi, en l'occurrence, j'étais quand même partie sur une base de recherche d'images et j'ai trouvé finalement énormément de choses dans des journaux et des revues. J'avais pas du tout pensé à aller explorer ce fond-là et j'aurais pas du tout pensé à aller l'explorer si c'était pas quelque chose qui était sorti dans une recherche. Alors peut-être qu'un bibliothécaire me l'aurait conseillé, hein, mais sûrement d'ailleurs. Donc, vous mesuriez l'impact comme très grand, j'imagine. Oui, tant qu'on sait s'en servir, enfin tant qu'on pense à aller, parce que finalement c'est pas si difficile que ça, je pense, de s'en servir, c'est de penser à avoir recours à ces bases numériques en ligne. Voilà. Votre recherche nous a semblé très claire, je le répète. Ça semble facile quand on connaît justement les bons outils. Bon, j'aurais envie de vous demander, comme deuxième question, si vous avez rencontré des difficultés à avoir accès à un contenu en particulier ou un autre qui serait, vous avez parlé du cinéma qui était moins avancé du côté de la numérisation en raison des droits. Je me demande s'il y a un contenu particulier. Oui, ce qui est très frustrant finalement, un peu dans ces sites de base, enfin, ces sites de cinéma, en l'occurrence Gaumont Pathé Archive, un site sur lequel on peut chercher énormément de choses. On a accès à toutes les notices documentaires, mais après, pour avoir accès au film, il faut être un professionnel et il faut payer les droits, etc. Et donc ça, c'est très frustrant parce qu'il y a énormément de choses sur le flirt qui ont été faites dans les archives qui sont dans les archives cinématographiques. Et donc on a accès à la notice, on a accès à des images. Mais après, ça, c'est vraiment des choses qu'on ne trouve pas sur YouTube, ou autant les films d'Harold Lloyd ou de Max Lindersi, mais autant ces archives-là, c'est impossible de les trouver sur YouTube. Donc ça, c'est très frustrant. Ce qui m'amène à ma troisième question, qui est dans la lignée de la deuxième. Bon, je sais que vous ne vous êtes pas intéressé au corpus littéraire, mais j'aurais envie de vous mener là-dessus parce que dans notre séminaire sur le savoir des femmes, sur les jeunes filles, nous avons eu à lire plusieurs romans qui étaient caractérisés comme des antécanons de la littérature, des romans qui avaient été qui avaient connu un grand succès populaire, mais qui sont tombés dans l'oubli. Alors, je me demande dans quelle mesure est-ce qu'il serait nécessaire peut-être de les rendre plus disponibles de façon numérique pour qu'on puisse mener des recherches plus enrichissantes au lieu de... Parce que sinon, on ne peut pas y avoir accès si on n'a pas un Dropbox, par exemple, bien garni comme on l'a eu cette session. Oui, je pense que les livres finalement auxquels vous avez eu accès mais qui ne sont pas disponibles sur Internet, c'est souvent des problèmes de droit parce qu'ils ne sont pas encore soit dans le domaine public, soit numérisés par les bibliothèques, j'imagine. Je ne sais pas quels exemples. Dans la période que nous avons travaillé, il n'y avait plus de problème de droit, sauf dans certains cas où des droits sont repris ultérieurement, mais c'est rare. Les Madones du Drive. Là, on se retrouve devant en fait, un problème de non-tri, d'une certaine manière. Lorsque Google a numérisé, il numérise en vrac tout ce qu'il trouve sur les rayons d'une bibliothèque. Alors il y a aussi bien des choses canoniques que des choses non canoniques. Alors, pour nous, c'est le bonheur parce que dans le non canonique, il y a des choses qu'on n'aurait pas trouvées autrement. Mais il y a là quelque chose de profondément aléatoire. Alors tout ça, tout est théoriquement accessible, mais il faut espérer donc, que les programmes de numérisation systématique vont se poursuivre.
et surtout qu'une fois que tout ça sera fait, que des bases auront gonflé énormément, il y aura des outils de recherche comme ceux que tu mets au point, de façon à nous permettre de nous aiguiller et de retrouver ce que l'on cherche là-dedans. Mais ça va changer profondément la nature de la recherche en littérature, et le mur entre le canonique et le non canonique, ça va forcément s'effondrer. Le problème, c'est une question d'ordre finalement, c'est-à-dire que sur Gallica, je pense qu'on peut, par exemple, proposer un livre à la numérisation, c'est-à-dire, et après, ceux qui sont le plus demandés sont numérisés en priorité, mais... Oui, mais le processus est un petit peu, alors on ne va pas développer ça, mais le processus est un peu, j'allais dire démocratique, pas démocratique, bureaucratique. C'est-à-dire qu'on peut en effet proposer quelque chose, mais il faut à ce moment-là que l'organisme qui numérise mobilise une équipe, mette ça à son programme, ce qui est beaucoup plus long, Oui, beaucoup plus long que de faire de la numérisation à la chaîne. Rayon par rayon. Je passe maintenant la parole à l'assistance. Oui. Vous pourriez me dire comment sur Internet je pourrais retrouver ce tableau et d'où il vient? Faudra en prendre une photo et après le mettre sur Google Images. Si vous avez un smartphone, je peux le faire, mais moi j'en ai pas. Le tableau s'intitule The Housemaid et ça a été peint par William McGregor Paxton. Je crois que c'est 1910, je me souviens bien. Parfait. Il y avait sur le PowerPoint une référence à une revue qui s'appelait La manière de se présenter. Non, c'était... Ah, pardon. Question de précision, juste pour savoir qu'est-ce que c'était la référence à la manière de se présenter. Non, c'est une illustration que j'ai trouvée dans une revue, justement, mais que j'ai pas fait voir pour aller plus vite, mais que je peux faire voir maintenant, qui était ce qui m'avait amusé, c'est tout. C'était un jeune homme qui flirtait avec une jeune fille dans un théâtre. Je ne sais plus où c'était, par contre. Hop, voilà, c'est là. Non, les revues là que j'ai trouvées les plus intéressantes, c'était la revue Flirt, bien sûr, et puis la revue Canadiana. Non, pas, je confonds. La Canadienne, pardon. Qui était vraiment bien, puis qui correspondait vraiment bien au niveau des dates. Même si c'est plus destiné aux femmes, peut-être qu'aux jeunes filles, mais... Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir réussir à lire, mais si ça va... Voilà, donc ça, c'est la page 51 sur 56 de la revue Flirt. Où on voit, est-ce que c'est lisible ou pas? On voit une actrice qui dit « Pardon, monsieur, mais je n'ai nullement l'intention de flirter avec le premier venu et de me laisser compter fleurette par Pierre ou Paul. » Et le soupirant répond « Ça tombe bien, mademoiselle, je ne suis pas arrivée le premier au théâtre et puis je m'appelle Émile. » Voilà. Donc, voilà les choses qu'on peut trouver. Effectivement, moi aussi, dans mes recherches, j'ai vu beaucoup de petites histoires comiques comme ça dans les journaux, dans les revues sur le flirt, très, très souvent. Et c'est très étonnant. On n'imaginait pas qu'ils étaient aussi... Enfin, ça paraît un sujet d'humour. Ça paraît un peu osé pour l'époque. Voilà. Je signale d'ailleurs, du point de vue purement lexical, le micro a disparu. Où est-ce qu'il est passé? Ah, il est là. Si on fait des recherches sur la question du flirt, il faut chercher des variantes du terme. Par exemple, il y a toute une période où on a utilisé flirtation, parce que le terme, évidemment, était importé des États-Unis ou d'Angleterre. Il y a eu la période du flirtage, n'est-ce pas, également. Enfin, la désinence en âge a été utilisée au tournant du siècle. Par exemple, c'est comme ça que chez Proust, il est question de téléphonage, par exemple. Bon, voilà. Donc, il y a là des choses à quoi il faut être attentif si on cherche. Ce n'est pas forcément la forme moderne du mot que l'on va trouver, mais c'est une forme un petit peu différente. Voilà.